Depuis qu'Écran Large est sur YouTube, on a vraiment step up le YouTube Game, assez clairement, je crois, on nous le dit souvent d'ailleurs. Et voilà, moi maintenant, je veux vraiment qu'on roule sur tout le monde. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est encore d'avoir du spectacle. C'est encore d'amener à YouTube quelque chose qui n'a jamais été sur YouTube. Pour y arriver, j'ai eu une assez bonne idée, c'est d'inviter Adrien de la boîte à FX, qui est un type très doué. C'est l'occasion de faire de vrais maquillages de cinéma, de se transformer en personnage, bref, d'amener le divertissement, le spectacle à notre public, et je sais qu'il sera reconnaissant. Moi, ça va me faire des photos pour mon book, enfin voilà, c'est tout bénef. C'est pour ça que, en toute logique, j'ai proposé à notre invité, Adrien de la boîte à FX, de jouer l'orque, pendant que moi, je ferai l'elfe. Mais c'est quoi le concept en fait? Non, et puis surtout, ça va coûter combien? Excellente question. Parce que j'ai fait des choix qui sont et logiques et économiques, j'ai décidé de me baser sur la structure de nos visages, ce qui est assez évident. Mais j'ai toujours pas compris le concept. Mais ce serait pas mieux si c'est toi qui faisais l'orque? Comprends pas. Oui, Alex, tu cherches quelque chose? D'accord, bah oui. Puis ça fera moins de boulot maquillage aussi. Et surtout, ça coûtera beaucoup moins cher. Alors c'est sûr qu'un truc qui est à ce point-là absurde, ça coûte pas cher, non? Oui, c'est certain. Ah mais t'as pas tort, hein, t'as pas tort parce qu'en soi, les elfes sont pas forcément beaux. Ok, je sens que vous êtes un peu tendu, vous travaillez beaucoup en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer dans une étape créative. Vous savez quoi, on va faire une vidéo, un petit sketch, ça va bien se passer. J'ai bien compris que oui, les effets pratiques, c'était encore un peu trop tôt pour la chaîne, c'était un peu trop coûteux. Certains d'entre nous ne sont pas du tout prêts à faire ce travail-là et je le respecte. C'est pourquoi on va prioriser autrement les assets et on va aller vers quelque chose de plus humble, de plus, je dirais, allemand dans le rapport à l'esthétique. Alors moi, c'est simple, j'ai toujours pas compris le concept. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour qu'on aborde Le Seigneur des Anneaux, une trilogie extrêmement importante dans l'histoire du cinéma contemporain. Et pour parler de tout ça, on voulait notamment aller via le prisme de la technique des effets spéciaux. Vous le savez, ça n'est pas notre domaine de prédilection, quand bien même il nous intéresse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a invité Adrien de la boîte à FX. Excusez-moi les amis, je bafouille, mais c'est la vie. Et donc bonjour Adrien. Salut Simon. Alors peut-être avant qu'on rentre dans le dur, dans le détail de comment est-ce qu'on a produit Le Seigneur des Anneaux et ce qui fait ses spécificités techniques et technologiques, et moi je me demandais, est-ce qu'il y a une scène ou un des films, un moment, un passage qui toi, lorsque tu les as découverts, t'a particulièrement marqué, et voilà, dont tu te rappelles à la fois, j'ai envie de dire, du contexte, de où t'étais quand t'as vu ça, et qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce qu'il y a un truc qui t'a fracturé l'œil, dans le bon sens du terme, quand tu as découvert le Seigneur des Anneaux? Je dirais éventuellement, alors c'est pas très original, mais la charge des Rohirrim dans Le Retour du Roi. Parce que il y a un tel souffle épique dans cette scène, à la fois en termes de mise en scène, de charge émotionnelle dans l'histoire, mais puis la musique aussi de Howard Shore, qui est mémorable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la charge des Rohirrim, donc d'être à hauteur d'homme avec ces chevaux qui vont vers les orques, et ensuite de basculer vers la confrontation face aux Mumakil, aux olifants, les olifants géants. Et du coup, il y a un rapport au gigantisme dans cette scène dont on parlera plus tard, qui m'a marqué en fait, et qui continue encore aujourd'hui de m'impressionner. Moi, le Seigneur des Anneaux, toute la trilogie, je l'ai découverte au cinéma, en salle, au moment de sa sortie, pas pendant les différents événements ou les grandes ressorties, mais vraiment, j'étais tout minot. Tout simplement, je me souviens, j'ai été extrêmement marqué par la communauté de l'anneau, par toute la séquence, toutes les découvertes de la Moria. Ça a été un truc qui m'a sidéré parce que, alors j'avais pas du tout l'âge de mettre les mots sur ces concepts-là, mais la manière dont s'imbriquait, tu parlais de gigantisme, mais les différentes échelles, et pas que les échelles, je veux dire d'un point de vue composition de l'image, entre ce décor immense et ces personnages qui sont eux-mêmes à différentes échelles, mais même les échelles émotionnelles, c'est-à-dire on passait justement, tu disais, du gigantisme, d'une certaine fascination pour l'ampleur du décor, à aussi l'ampleur des émotions qui traversent les personnages, qui eux-mêmes passent de l'émerveillement à l'angoisse, et puis tout ça termine sur une scène de combat qui est ahurissante. Je me souviens d'avoir eu de me décrocher la mâchoire et d'avoir tourné la tête vers mes parents, qui ne sont pas particulièrement cinéphiles, et notamment vers mon père, qui lui est vraiment pas cinéphile, et pour qui, voilà, après Mad Max, il n'y a plus vraiment eu de spectacle au cinéma, et je me souviens qu'il était bouche bée. Et moi, voilà, je me rappelle à ce moment-là de m'être dit, ah ouais, non, c'est pas juste parce que je suis jeune et je suis là, waouh, t'es trop bien! Il y a des gens qui sont un peu plus vieux que moi, qui sont en train de prendre très cher. Et effectivement, moi, j'ai souvenir de ça, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, ça a vraiment été une rupture là-dedans, et justement, c'est une rupture aussi technologique, et maintenant, c'est peut-être un petit peu ce qu'on va aborder, parce que il y a
une dimension fondamentale dans le film, c'est son rapport à l'épique, et ça, ça va nous demander d'aller un peu dans le détail. Alors, en quelques minutes à peine, on s'est retrouvé à parler de la notion de divertissement épique, de la notion de gigantisme, et cette dernière, elle est super importante dans l'histoire du cinéma, parce que, bien sûr, effectivement, c'est fondamental dans Le Seigneur des Anneaux, mais pour autant, c'est pas du tout un truc qu'a inventé Peter Jackson ou qu'a inventé la trilogie. Absolument pas. Le gigantisme, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'histoire du cinéma. Oui, complètement, et même à l'histoire des effets spéciaux pour le coup, parce qu'il se trouve que moi je pense que les deux piliers des effets spéciaux, en tout cas de l'histoire des effets spéciaux, c'est vraiment tout ce qui traite les personnages et tout ce qui traite au gigantisme. Et il se trouve que Le Seigneur des Anneaux va révolutionner les deux, va révolutionner les personnages avec Gollum et le gigantisme avec la scène de bataille. Le gigantisme, ça vient depuis le début du cinéma, alors déjà avec Méliès, tout simplement, quand on prend des courts-métrages comme L'homme à la tête en caoutchouc, par exemple, où il fait gonfler sa tête. Plus tard, dans les années 20, on a Metropolis, de Fritz Lang, avec ses gigantesques buildings beaucoup trop grands, beaucoup trop hauts, qui sont là pour symboliser aussi le capitalisme et tout ça, donc il y a un propos derrière. Bien sûr, le plus important, c'est King Kong, de 1933, puisque là, le gigantisme fait déjà partie du récit en fait, puisqu'on a King Kong qui est dans la jungle et qui est le roi dans la jungle et qui est balancé dans New York où il est presque comme un insecte, on va dire. Oui, tout d'un coup le rapport est inversé. Oui, voilà, le rapport est inversé. Comme les humains au début, dans la première partie du récit, c'est lui qui se retrouve à être écrasé voilà, par ce qui est pour lui le gigantisme. Exactement, ouais. Et alors justement, quand il faut parler du gigantisme chez Peter Jackson, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'avant même les effets spéciaux, il y a sa mise en scène. Sa mise en scène permet et est pensée par et pour le gigantisme. Exactement. Alors déjà, la mise en scène de Jackson, c'est énormément basé sur le mouvement. C'est un réalisateur qui n'est pas adepte des plans fixes, il aime quand la caméra bouge. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, dès ses premiers films, à très faible budget, il faisait déjà des longs plans aériens de grande ampleur. Il faisait déjà ces plans-là, en fait. Et ça, il va le ramener justement dans les scènes de bataille, où il va vraiment donner un vertige à toutes ces scènes. Il y a vraiment une question de vertige dans ces plans-là, et c'est ça qui amène quelque chose de très spectaculaire aussi. Et ce qui est bien aussi dans sa mise en scène, c'est qu'il va constamment construire le gigantisme de manière à vraiment passer du petit vers le grand. C'est-à-dire qu'il ne va pas souvent en mettre plein la vue d'un coup. Souvent, il va démarrer avec quelque chose à hauteur d'homme, on va dire, et il va l'amener vers le grand. Par exemple, quand on a Saruman qui est dans sa tour, avec langue de serpent et qui sort pour voir ses troupes, on a vraiment cet espace confiné vers cette gigantesque plaine, on va dire, où il y a toute cette armée. Pareil dans la scène de la charge des Rohirrim, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a vraiment cette charge de chevaux à hauteur d'homme, où ensuite on bascule vers cette confrontation face aux Mumakil, qui sont des gigantesques éléphants. Et pour moi, vraiment, cette transition-là, elle est vachement importante parce que c'est une manière d'amener le regard du spectateur vers quelque chose de petit, vers quelque chose de grand, et donc d'exprimer le spectaculaire, en fait. C'est très très intéressant aussi dans l'ouverture du film. Moi, je me souviens que c'est un truc qui m'avait marqué quand j'ai revu le film un petit peu plus vieux. C'est comment on va passer, encore une fois, voilà, ces espèces de plans opératiques délirants où tu te dis ça sort du cerveau d'un adolescent cocaïnomane qui joue à Risque, c'est pas possible, c'est taré. Et vraiment, c'était absolument inédit à l'époque, on n'avait jamais rien vu de comparable. Et également, c'est imbriqué avec des images de combat justement entre personnages beaucoup plus proches, avec cette main coupée sur laquelle il y a l'anneau, la main de Sauron si ma mémoire est bonne, et où vraiment on passe du détail d'une armure à un espèce de plan de combat incroyable, et où effectivement il y a la cause et l'effet, et puis il y a cette idée qu'en fait les deux forment une espèce de même matière de narration et de cinéma. Et en fait là où il y a une rupture totale, parce que, et on le verra après, les batailles n'ont pas été les mêmes avant et pas les mêmes après Le Seigneur des Anneaux, il fait pas ça uniquement grâce, on va dire, à sa grammaire cinématographique, il fait aussi ça parce que il y a des innovations technologiques qui sont majeures à ce moment-là, et je pense notamment au logiciel Massive. Alors, logiciel Massive, il est développé en partie par Stephen Regelous, qui était une connaissance de Jackson, qui l'a appelé en tout cas pour concevoir ce logiciel. Il a commencé à travailler dessus dès 1996, donc dès la conception du Seigneur des Anneaux, pendant l'écriture en tout cas, des films. Et le but de Massive, c'est vraiment de gérer des foules, mais avec un système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les systèmes de foule existaient déjà avant Massive. C'est ce que j'allais dire, moi je me souviens quand j'étais môme, mais tu vois à l'époque les making-of, on était avant les DVD. Les making-of passaient en fait à la télé ou étaient parfois sur les VHS, mais moi je me rappelle d'avoir vu des making-of du Roi Lion, de Mulan, où on disait genre regardez, c'est des foules créées avec des ordinateurs. Mais donc ça existait, mais c'était embryonnaire encore, c'est ça? Voilà, c'est ça. Même par exemple dans Batman Returns, les pingouins, il y a certains plans larges de pingouins où c'est un petit système de foule. La différence, c'est que ce système de foule
là, le précédent, c'était vraiment une duplication en fait. Oui, voilà, on avait un personnage voilà. multiplié. Qu'on multipliait, qu'on pouvait décaler un peu pour que ce soit un peu différent, mais il n'y avait pas cette notion d'intelligence, on va dire. Ce que va amener Massive, justement, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que chaque soldat, on va dire, qu'on appelle des agents, parce qu'en fait, le terme agent dans l'intelligence artificielle veut dire un être capable de décision. D'accord. Et en fait, ces agents, ils vont être capables de choisir, quand ils sont face à un adversaire, s'ils doivent taper, s'ils doivent fuir. Voilà, ce genre de choses. Alors, fuir, non, pas vraiment. Non, Au début, ouais. Ils ont plusieurs types d'interactions. Voilà, c'est ça, ouais. Et alors, en fait, de base, les interactions sont enregistrées en motion capture. Il y a des acteurs qui vont jouer en motion capture plein de mouvements différents. Donc, il y en a des centaines. Et ces mouvements vont être dans une banque, on va dire. Et le logiciel va faire appel à ces différents mouvements et ensuite chaque agent va être capable de déterminer. Voilà, et par exemple, l'agent 1 va faire un mouvement, l'agent 2 essaye d'y répondre avec le panel qui est à sa disposition. Exactement, et il va comprendre que si on lui met un coup, il faut parer, ou alors s'il est nul, il se fait couper la tête. Mais il va comprendre ça. Chaque agent est doté d'audition, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre si jamais il y a un Nazgûl qui passe, il est capable de regarder tout ça. Il a aussi conscience du terrain, donc s'il y a une pente, il ne va pas marcher pour tomber. De la même manière, Et le but aussi sur chaque agent, c'est de faire en sorte qu'ils soient tous différents au niveau de la morphologie, pour pas qu'on ait 15 000 soldats qui sont identiques. Pas des clones, quoi. Voilà, pas des clones, justement. Alors pour ça, ils ont carrément inventé, aussi mis en point un petit logiciel qui permet de générer des soldats, mais avec des morphologies différentes. Donc des bras plus longs, des armes différentes, tout un panel, encore une fois, une librairie d'objets. Et tout est modifié pour qu'à chaque fois ce soit random, en fait, que ce soit aléatoire. Et qu'on ait l'impression de voir une foule d'individus, voilà, c'est ça, d'individus différents. Où chacun marche différemment, ce genre de choses. Et pas une ligne de boat qui avance, quoi. Ouais, voilà. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est quand même que, en gros, ça va tellement révolutionner la bataille au cinéma qui fait qu'on ne peut plus utiliser la même grammaire. Et moi, ce que je trouve assez dingue, c'est que si on regarde bien, même aujourd'hui, donc quasiment 20 ans plus tard, c'est quoi le climax d'un blockbuster hollywoodien? Regardez tous les Avengers, regardez la moitié des films Marvel, et regardez tout simplement tous les films de fantasy ou les séries comme Game of Thrones qu'on a eu ces dernières années. Regardez tout ça, c'est quoi le climax? C'est toujours deux armées qui s'affrontent et il faut que ce soit très spectaculaire. Et toi, quand tu vois alors justement tous ces films qui ont hérité de ça, qui le dupliquent, le copient, ils rendent hommage, en tout cas s'inscrivent là-dedans, qu'est-ce que ça t'inspire en fait, toi comme connaisseur un peu des effets spéciaux? Pour moi, la grande force de Jackson, c'est qu'il sait concevoir des séquences d'action. Et concevoir des séquences d'action, c'est jouer avec son environnement. Et c'est être capable de spatialiser en fait de ces différents protagonistes. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, on sait constamment d'où viennent les armées, on sait où ils sont, on sait par où ils doivent passer, ce genre de choses. Quand on est au gouffre de Helm, par exemple, on sait où est la rampe d'accès, on sait où est la brèche. Et il y a une compréhension de l'espace qui est pour moi essentielle dans une séquence d'action en fait. C'est des séquences qui jouent avec l'environnement, ce que ne fait pas vraiment les Marvel, je trouve. Quand on prend Avengers Endgame par exemple, on est dans un grand terrain, c'est du... Oui, c'est un terrain générique en fait. Voilà, c'est un terrain. Peu importe où sont les personnages, on a des petites scénettes individuelles, voilà, ça, ouais. avec en fond des marées de monstres, d'humains, de tout ce que tu veux qui se battent, mais à aucun moment tu dis oui, lui il est en première ligne, oh là là, la seconde ligne est en train de se faire enfoncer. Il n'y a pas de stratégie en fait, on va dire. Voilà, c'est ça. Et justement, Jackson va travailler la stratégie de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de réfléchir en fait à ce qui se passe, on le ressent en fait finalement. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr on vient beaucoup de parler de digital, mais d'effets spéciaux numériques, mais une des particularités de la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est comment elle mélange les techniques. Dès ses tout premiers films, que ce soit Bad Taste, que ce soit Brain Dead, que ce soit les Feebles, qui est vachement intéressant chez Peter Jackson, même s'il a évidemment à l'époque pas les moyens de se payer, on va dire, le top du top du top des effets spéciaux des studios hollywoodiens, néanmoins, il va mélanger énormément de techniques. Moi je me rappelle, j'ai découvert Brain Dead, je devais avoir 12-13 ans, j'étais absolument sidéré de voir que au début on avait à un moment des maquettes, à un moment de l'animation image par image, puis des maquillages, puis des ralentis, puis des accélérés, enfin des quantités d'effets différents, à même le plateau, en post-production, plein de trucs très variés. Et justement, une des spécificités de Peter Jackson, c'est que c'est pas juste un metteur en scène, c'est pas juste un metteur en scène qui serait aussi investi dans la production, c'est quelqu'un qui va fonder deux sociétés très importantes en Nouvelle-Zélande chez lui, Weta Workshop et Weta Digital, qui travaillent
justement des effets spéciaux physiques et des effets spéciaux numériques, ce sont ces entreprises, et donc c'est littéralement, mais comme d'autres avant lui, et on y reviendra, mais comme Coppola avec American Zoetrope, comme Spielberg avec, avec Amblin, avec les différentes sociétés qu'il a eues, mais aussi comme Seigneur Dieu, comme George Lucas avec Lucasfilm, oui, quelqu'un de pas très connu, c'est pour ça que j'avais du mal à trouver son nom, ce ne sont pas uniquement des auteurs, pas uniquement des techniciens, ce sont véritablement quelqu'un qui crée autour d'eux un écosystème de fabrication de cinéma, et peut-être que c'est aussi intimement lié au fait que justement il soit devenu un des principaux ambassadeurs de ce mélange de technologies. Oui, exactement. Alors en plus, ce qui est encore plus intéressant avec Jackson, c'est que, donc déjà il utilise des marionnettes, maquettes depuis le début, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment passionné par ça, c'est-à-dire qu'à la base, Jackson, il voulait pas nécessairement être réalisateur, il voulait travailler dans les effets spéciaux. C'est ça qui l'intéressait, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans tous ses premiers films, il met carrément la main à la pâte. C'est-à-dire que c'est lui qui va participer aussi à la création des maquettes. Dans Braindead, par exemple, la ville des années 50, il a participé à la construction. C'est lui qui a animé en stop motion la petite créature de Braindead. L'abominable rat taupe musqué. Voilà. Donc en fait, le point pivot, c'est dans les années 80, fin des années 80, quand il rencontre Richard Taylor et sa femme, qui tiennent Tanya Rogers, qui tiennent une société d'effets spéciaux en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle RT Effect. Et il va vraiment y avoir une alchimie entre eux. Et Richard Taylor, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans la carrière de Jackson, puisqu'il va être responsable de tous les effets pratiques en fait, du Seigneur des Anneaux, de King Kong, de tous ces films, en fait, basiquement, après Bad Taste. Et en fait, va vraiment y avoir une rencontre qui fait qu'après Braindead, il va fonder Weta avec Richard Taylor, justement, et puis deux autres personnes, Jamie Selkirk, son monteur, et une autre personne, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'était à peu près en 1993, du coup. C'est vraiment en 1993 qu'il va fonder Weta Workshop et Weta Digital. Alors, en 93, c'est encore une seule entité, parce que la partie digitale, il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. Il va vraiment... C'est en voyant Jurassic Park en 93 que Jackson va se dire il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on y aille. Et puis, il avait calculé que en fait, les coûts de fabrication aux États-Unis allait revenir beaucoup trop cher. Il s'est dit, achetons des PC, enfin plutôt un PC en fait finalement. Ils ont acheté un ordinateur, donc il y avait un graphiste qui s'est occupé des VFX de Créatures Célestes, donc après Braindead. Donc il n'y avait qu'un seul graphiste dessus qui a fait une quinzaine de plans à peu près pendant 7 mois. Et donc après Créatures Célestes vient Fantôme contre Fantôme, qui est très intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est le film avec le plus d'effets numériques de l'histoire. À ce moment-là, il y a à peu près 600 plans truqués. Pour 95 à peu près, c'est énorme hein, comme nombre de plans. Et donc après vient le Seigneur des Anneaux. Et ce qui est intéressant vraiment avec Weta, c'est que c'est deux entités différentes, deux sœurs en fait. C'est deux sœurs. Et ça, c'est une composante qui est hyper importante parce que Weta Workshop va presque tout fabriquer, c'est-à-dire que même les personnages, ils vont les fabriquer, ils vont les sculpter. Le troll des cavernes, il est sculpté, Gollum, il est sculpté. Et après, ça va être scanné par Weta Digital. Donc il y a une vraie collaboration entre les deux. C'est pas les effets pratiques dans un coin et digital dans l'autre coin. Il y a une vraie communication entre les deux, une cohérence dans l'ensemble. Et ça fait vraiment la force de Weta. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce qu'expliquait Steven Spielberg après Jurassic Park, où il expliquait que justement, si les dinosaures étaient si réussis et s'ils vieillissaient aussi bien, c'est parce qu'il avait veillé à ce que l'animation soit supervisée par des animateurs, ceux qui auraient fait des effets image par image en stop motion s'il n'y avait pas eu le numérique. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a plein de dinosaures numériques dans Jurassic Park, mais ils étaient animés exactement avec la même philosophie que si ça avait été des maquettes. En fait. Ouais, en fait, c'est des animateurs stop motion qui ont animé les dinosaures. Parce qu'en fait, tout simplement, à cette époque-là, animer en 3D un animal ou un dinosaure, personne ne savait vraiment le faire, en fait, puisque ça n'avait jamais été fait avant. Les seuls qui avaient vraiment l'expérience, c'était les animateurs stop motion, hein, puisqu'ils avaient déjà fait plein de créatures avant. Donc effectivement, c'est les animateurs stop motion qui ont animé le dinosaure de Jurassic Park, et ça leur donne un côté stop motion. Quand on regarde encore aujourd'hui, c'est assez étrange, assez particulier, et ça fonctionne bien, mine de rien, parce qu'il n'y a pas cette fluidité peut-être qui peut faire un peu défaut aujourd'hui. Voilà, et qui nous semble parfois irréel, en fait. Ouais, il y a une notion de la physique qui est un peu plus réaliste, on va dire. Là où parfois, quand on regarde Jurassic World, par exemple, on peut sentir que c'est... Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de masse. Voilà, ça peut manquer. Alors après, en réalité, les animateurs qui animent ça sont très talentueux et bien sûr, font un travail incroyable, mais c'est vrai qu'on a tendance à se laisser un peu aller parfois. Et voilà, je pense que l'animation 3D n'est pas meilleure que l'animation stop motion, mais enfin, non, l'inverse plutôt. L'animation stop motion n'est pas meilleure que l'animation 3D, mais en tout cas, effectivement, c'était intéressant de créer une passerelle entre les deux
Et le stop motion de Jurassic Park a vraiment permis de créer une transition douce, on va dire, entre le travail du stop motion et la 3D. Et alors, il y a aussi une particularité on va dire dans la manière dont travaille Peter Jackson. Il est connu, ou en tout cas il a la réputation, d'ajouter des idées, d'ajouter peut-être même des fois des séquences, de repenser des effets, toujours jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est intimement lié à sa pratique du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilité par le fait, si j'ose dire, d'avoir à domicile des studios d'effets spéciaux? Ou est-ce que c'est leur existence qui a permis ça? Enfin voilà, comment ça se passe, comment ça fonctionne, et c'est quoi en fait sa philosophie? Parce que j'imagine bien que c'est pas juste quelqu'un de bordélique, tu peux pas faire la trilogie du Seigneur des Anneaux quand t'es bordélique, mais donc voilà, comment est-ce qu'il fonctionne par rapport à ça, et pourquoi est-ce qu'il mélange autant de techniques, et parfois semble-t-il, je crois que c'est toi qui me disais qu'il avait qualifié Les Deux Tours et Le Retour du Roi de film amateur le plus cher de l'histoire. Comment ça se passe? Même toute la trilogie en fait, de manière générale. C'est une trilogie qui a coûté à peu près 270 millions de dollars. Donc à peu près 90 millions chacun, et il y a eu des dépassements de budget évidemment, comme toujours chez Jackson, on est monté jusqu'à 320 millions à peu près. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est dans cette logique de film amateur, dans le sens où il a vraiment tout autour de lui. Il est chez lui en fait, il a vraiment tout autour de lui, donc il se permet d'avoir des largesses. C'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui veut constamment toujours mettre plus, dès qu'il a une idée, il veut la mettre. En réalité, ça a été très compliqué en fait, de faire des films, dans le sens où le tournage, il a duré de octobre 99 à décembre 2000. Et en réalité, tout ce qui a été tourné dans ce temps-là a correspondu en grande partie au premier film. Oui, parce qu'en fait, il a fait un coup de bluff énorme. Oui, complètement. Il a dit j'ai tout tourné, regardez, j'ai machin, et en criant pour que ce qu'il avait fait pour le premier film déclenche suffisamment d'enthousiasme pour qu'il puisse y retourner. Ouais, la réalité, c'est qu'une bonne partie des Deux Tours et du Retour du Roi a été tournée pendant les reshoots. Et tout a été fait un peu en bordélique un peu en fait finalement. C'était très bordélique, un peu comme un film amateur, c'est-à-dire qu'il avait son montage. Et en fait, parfois, il se disait, bah tiens, il manque ce plan de réaction, bah, on va dans le parking, on met un fond vert derrière et on filme l'acteur, quoi. Et c'était vraiment ça. Alors, ça donne une patine particulière parce que, justement, il y a un côté très artisanal, en fait, dans le Seigneur des Anneaux, et je trouve que ça se ressent beaucoup, en fait. C'est que on sent que ça vient pas d'Hollywood, quoi. On sent vraiment qu'il y a des défauts, en fait, parfois. On sent qu'il y a des plans. Voilà, c'est très organique. C'est vraiment un organisme vivant qui se déploie, et c'est aussi peut-être pour ça que le film est aussi chaleureux. T'as jamais l'impression d'être devant une machine parfaitement huilée. Voilà, c'est ça, complètement. Qui a été greenlightée sur storyboard et où rien n'a dépassé. Il y a des plans qui dénotent vraiment. Moi, je pense notamment à la fin des Deux Tours. La fin des Deux Tours, c'est assez bordélique en réalité. Enfin, quand tu vois Gandalf qui arrive, il y a un plan de réaction d'Aragorn et tu sens que le fond, il est pas bon parce qu'il a justement été tourné sur fond vert à l'arrache. Il y a même un plan, par exemple, où on voit tous les cavaliers à la fin des Deux Tours qui s'approchent pour voir l'horizon, on va dire. Et en fait, sur le cheval, on est censé voir Éomer, un des personnages, et en fait, c'est sa doublure. Et ils s'en ont même pas rendu compte, en fait. C'est allé tellement vite qu'ils n'ont même pas vu que c'était pas le bon acteur sur le cheval. Vraiment, tout a été fait un peu dans l'urgence. De manière générale, les post-productions, elles ont été très complexes. La différence avec le Hobbit, par exemple, c'est que le Hobbit, comme tout est numérique, c'était vraiment encore plus complexe. Là où le Seigneur des Anneaux... Oui, parce que j'allais dire, ce qui est marrant, c'est qu'on les a tous vus, ces plans de la première trilogie, où, comme tu viens de le dire, c'est le bordel, c'est pas très bien fini, où il y a eu une couille quelque part que personne n'a vue. Mais curieusement, j'ai l'impression que c'est un truc qui a toujours été soit même pas abordé quand on parle de la première trilogie, soit vécu de manière très positive, là où le Hobbit s'est perçu beaucoup plus négativement. Bah, le Hobbit, pour le coup, tout est virtuel, donc il y avait encore plus de travail. C'est-à-dire que, alors pour donner un ordre d'idée, le premier Seigneur des Anneaux, c'est à peu près 540 plans truqués, ce qui est pas mal quand même. C'est-à-dire le premier film, La Communauté de l'Anneau. Voilà, c'est ça, ouais. En général, un gros blockbuster à cette époque-là, on est dans les 200 plans, donc déjà 540 c'est pas mal, pour une compagnie comme Weta Digital qui est en train de se construire. C'est-à-dire que c'était vraiment leur premier gros projet. C'est colossal, en gros ils font plus qu'un énorme studio américain, voilà, alors que c'est une petite boîte. Exactement, ils sont passés de 40 graphistes sur Fantôme contre Fantôme à peu près plus de 200 à la fin de La Communauté de l'Anneau, et ça a augmenté jusqu'à quasiment 400 à la fin du Retour du Roi. Et en fait, ils sont vraiment construits pendant les post-productions des films, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que Weta s'est vraiment construit sur le Seigneur des Anneaux en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bâti leur infrastructure au fur et à mesure des 3 films. Ils ont appris de plus en plus de choses, ils ont développé plus de choses, ils ont été de plus en plus talentueux de film en film. Ils ont vraiment appris et évolué sur ces 3 films jusqu'à arriver à la fin du Retour du Roi où voilà, ils étaient sur le toit du monde, quoi. C'était le studio en vogue
partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant, tu le dis, ils ont évolué, ils ont grossi et donc ils ont progressé. Et ça se voit particulièrement quand on parle d'un personnage qui va être central et qui est une autre des révolutions du Seigneur des Anneaux. C'est quand on parle de Gollum, qui s'améliore lui aussi au fur et à mesure de la trilogie. Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu en quoi Gollum... alors moi je me souviens, hein, encore une fois, j'étais môme, j'étais absolument fasciné parce que dans les médias, on nous avait beaucoup dit, vous allez voir, il y a ce personnage qui n'existe pas sur le plateau, il est complètement virtuel. Et en même temps, on nous montrait un peu des images d'Andy Serkis, qu'on connaissait évidemment beaucoup moins à l'époque et qui n'était pas encore devenu le comédien qu'on ne voit jamais, ou le comédien qui fait des singes bizarres. Et je me demandais, voilà, Gollum, en quoi est-ce que c'est une révolution et pourquoi est-ce que c'est fondamental ce qui se passe à ce moment-là autour de ce personnage? Alors déjà, ce qui est intéressant avec Gollum, c'est qu'il est interprété par un acteur. Donc ça, c'est une grosse différence, c'est-à-dire qu'habituellement... Alors, en réalité, Gollum n'a pas tout à fait été le premier dans le domaine de la motion capture. Le premier, c'était Jar Jar Binks. Bon, en général, on a tendance à l'oublier, je sais pas pourquoi. Mais comme disait Céline Dion, les premiers sont les derniers. Voilà, exactement. Jar Jar Binks a quand même été le premier par rapport à la motion capture, tout ça. Mais ce qui est intéressant avec Gollum, en fait, c'est que... Alors, il y a l'interprétation d'Andy Serkis, qui est vraiment jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire qu'il incarne Gollum, c'est-à-dire qu'il est sur le tournage, et les animateurs regardent ce qu'il fait, et puis ils réaniment de la même manière. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi visuellement la création en 3D de ce que l'on appelle le SSS, donc le Subsurface Scattering, qui est en fait la manière dont un modèle 3D interprète la lumière. C'est-à-dire que, par exemple, nous, le SSS, on se rend compte que si on met une lampe torche, une lumière juste derrière la main, on voit rouge en fait, parce que la lumière traverse la peau. Là où elle est assez fine, voilà, pour qu'on voilà, et révèle le flux sanguin et toutes ces choses-là. C'est ça qui fait la peau humaine, on va dire. Il faut le répliquer sur un personnage 3D. Donc c'est-à-dire que c'est le rayon lumineux qui rentre à l'intérieur de l'objet 3D, et une fois à l'intérieur, différents rayons repartent un peu dans tous les sens, en diffusant une couleur, en général une couleur rouge. On peut choisir la couleur, mais plus une couleur rouge pour que ça ressemble au flux sanguin. Et ça, vraiment, c'était une révolution avec Gollum, pour le coup. Oui, en fait, c'est ce qui fait, par exemple, que quand je vais regarder Gollum, quand bien même je ne me fais pas consciemment la réflexion, mon cerveau enregistre que, ah tiens, la texture de son oreille n'est pas tout à fait la même que celle de son front, qui n'est pas tout à fait la même que exactement. Celle de ses paupières. Il y a une translucence, ouais. Voilà, et ce qui fait qu'au lieu d'être dans l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, c'est-à-dire tiens, ça ressemble, mais ça ne ressemble pas assez pour que j'y croie, on est au contraire dans la suspension d'incrédulité, mon cerveau me dit, ok, j'accepte de croire que ce personnage existe. Exactement, ouais, parce que sans le SSS, du coup, on a un personnage qui est aussi opaque que le mur ici, tu vois. Oui, qui a une texture de PlayStation 1, quoi. J'exagère, mais... Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en général, le test ultime, c'est les oreilles. C'est-à-dire que les lighters en 3D ont tendance à mettre des lumières justement derrière les oreilles pour bien qu'on voit qu'il y a du SSS et qu'on voit que ça ressemble à un être humain. Et alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, depuis Gollum, après Gollum, on va voir quantité de personnages virtuels et ils vont demeurer très importants dans le cinéma de Peter Jackson, hein. C'est au centre de King Kong, et c'est de la réussite de cette technique et de sa bonne utilisation que dépend justement la réussite émotionnelle, artistique d'un film comme son remake de King Kong, qui est un chef-d'œuvre. Arrêtez, taisez-vous, niquez-vous avec les doigts, c'est une merveille. J'aime beaucoup aussi. Ah ouais, c'est tellement bien. Moi, ce qui me frappe, tu vois, par exemple, je sais que j'ai été techniquement bouleversé par le rendu des singes, notamment dans les épisodes 2 et 3 du reboot de La Planète des Singes. Je trouve que c'est incroyable. César, quand il dialogue ou même quand il soutient le regard d'un humain dans la Rise et Dawn of the Planet of the Apes, j'ai le sentiment que il faudra très longtemps avant que quelqu'un puisse te regarder et se dire genre c'est dégueulasse. Et je suis même pas sûr que ça arrive. Là où, et c'est tragique, hein, Gollum a été une révolution. C'est incontestablement un jalon, mais même moi qui adore les films, qui a un affect énorme envers eux, quand je le revois, quand je le revois aujourd'hui, quand je revois le deuxième, quand je revois les deux tours, il y a des moments où je me dis genre ouh. We swans, to serve the master of the precious. Ouh merde, ça commence à vieillir. Et justement, toi, est-ce que tu crains pas à un moment que ce soit pas une révolution ingrate, c'est-à-dire que pour révolutionnaire que ça a été, les films n'en viennent pas à souffrir de leur époque? Alors, de toute façon, toute technologie évolue, donc je pense qu'on est un peu obligé de passer par ça. Moi, ce que je trouve intéressant avec Weta, en fait, de manière générale, c'est qu'ils ont vraiment orienté leur avenir post-Seigneur des Anneaux avec le travail sur les personnages. Je disais en intro que les deux piliers des effets spéciaux, c'était le gigantisme et les personnages. Et pour le coup, Weta s'est pas spécialement concentré sur le gigantisme, dans le sens où ils avaient leur système de foule, mais après d'autres boîtes ont créé leur système de foule. Mais ils sont vraiment concentrés sur les personnages.
Et je trouve que c'est une stratégie hyper intéressante parce que, en fait, dans une histoire, les personnages, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le cœur d'une histoire, en fait. Oui, personne ne se dit genre oh, les personnages étaient nuls, mais par contre le temple maudit était grand. Hein. Exactement, ouais. Et les personnages, c'est vraiment le cœur d'une histoire, c'est par là que l'émotion est véhiculée. Et en fait, en choisissant la stratégie de travailler, de repousser les limites de ce qu'on peut faire avec les personnages, bah en fait, Weta a vraiment assimilé le fait de concevoir des effets spéciaux qui provoquent des émotions, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que leurs effets spéciaux, en fait, provoquent des émotions parce qu'ils sont liés au personnage. Là où un environnement va peut-être être moins marquant ou ce genre de choses. C'est pour ça que Weta est vraiment aujourd'hui un pilier des effets spéciaux. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Justement, moi, j'y repense beaucoup quand je vois aujourd'hui le niveau de finesse, de précision, de réussite où on arrive sur ces personnages virtuels. Est-ce que toi, tu as une idée, est-ce que tu as le sentiment que Gollum est un personnage qui va rester, qui dans 20 ans sera encore visible, ou est-ce que, hélas, il est voué, parce qu'il a été le premier, parce qu'il a été la première révolution, mais donc peut-être la plus fragile, est-ce qu'il est voué à un moment avoir été trop dépassé pour qu'on l'accepte encore comme une réussite? Est-ce que des gens qui vont le regarder dans 30 ans, ils verront encore une performance ou verront un effet spécial daté? Gollum, il n'est pas aidé parce qu'il y a eu le Hobbit derrière, où il y a eu Gollum à nouveau. Et pour le coup, il y a eu un énorme écart entre les deux. Donc il n'est pas aidé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde le Hobbit et puis on voit Gollum qui est incroyable dans le Hobbit, même encore aujourd'hui, et qu'on voit le Seigneur des Anneaux après, bah oui, il y a un écart qui est énorme. Donc à ce niveau-là, il est pas aidé. Mais je pense qu'il a quand même une personnalité suffisamment forte pour maintenir l'attention et être intéressant. Je suis très curieux aussi de voir comment ceux qui ont découvert, on va dire, le travail de Jackson sur les adaptations de Tolkien par le Hobbit, eux, comment l'ensemble va vieillir, tu vois, dans leur tête, parce que quelque chose qui m'a énormément marqué, tu vois, moi, je fais partie des gens qui ont découvert la prélogie Star Wars au cinéma et qui, bon, alors au-delà du fait d'avoir souffert, d'avoir considéré que George Lucas était peut-être un terroriste, bah, tout simplement, je me suis dit, bon, au moins, c'est tellement mauvais, parce que oui, c'est mauvais, c'est tellement mauvais qu'on n'entendra plus parler dans 2 ans. Et en fait, non, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est des films et qui les aiment. Et donc voilà, je me dis, tiens, est-ce que toi, tu as l'impression que le Hobbit va, au fil des années, avoir un statut qui va changer, ou est-ce que ça restera toujours le petit enfant difforme du Seigneur des Anneaux? Alors déjà, par rapport à Star Wars, il y a la post-logie qui est passée derrière et qui nous fait penser que finalement, bah, c'était peut-être pas si mal en fait la prélogie. Moi, je trouve que les effets spéciaux du Hobbit sont très expérimentaux d'une certaine manière en fait, parce qu'il va vraiment essayer de pousser les limites de ce qu'il est capable de faire. Avatar, qui est sorti en 2009, est en grande partie responsable du rendu visuel du Hobbit, parce qu'il va vouloir aller dans cette mouvance-là, du tout virtuel. Il va vouloir avoir ses nouveaux jouets de caméra virtuelle et compagnie. Et c'est vrai qu'il va vraiment expérimenter, vouloir vraiment tout faire en 3D et voir jusqu'où il peut aller, tester des mouvements de caméra impossibles. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que faut quand même garder une forme d'humanisation, on va dire. De matérialité. Ouais. Voilà, de matérialité quand même. Alors on s'en éloigne un peu. Des fois ça revient un peu. Les effets pratiques reviennent un peu. Parfois ça peut être que du marketing. Comme oui, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont des savoir-faire et des pratiques tout d'un coup que des cinéastes ou des productions ont sincèrement envie de réinvestir, ou est-ce que c'est pas une façon de dire aux boomers, ne vous inquiétez pas les mecs, il y a du latex? Un peu ça, ouais. Honnêtement, sur les derniers Star Wars, par exemple, clairement, voilà, on fait des making-of, on voit avant que le film sorte pour montrer, bah regardez, c'est pas comme la prélogie, il y a un peu de réel et tout. Bon, au final, il y a 2500 plans truqués numériquement, donc c'est un peu du marketing, mais moi j'aimerais bien qu'on revienne à des effets, à avoir un peu plus d'équilibre, en tout cas, entre l'effet pratique et numérique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est arrivé à un point, ou est-ce qu'on va bientôt arriver à un point de rupture avec le tout virtuel, en fait? Est-ce qu'il y a un moment donné, on se dira, non mais c'est plus possible, on en a marre de voir du numérique partout? Est-ce qu'on a envie de revenir à quelque chose de plus simple? Ou alors est-ce que ça va continuer dans cette lancée? Pour l'instant, je ne sais pas trop, honnêtement. On verra, l'avenir nous le dira. Eh bien, c'est donc une question à laquelle nous ne pourrons pas apporter la réponse. Ce sera à vous, génération future, de lui trouver une réponse. Et nous allons arrêter là cette vidéo parce qu'elle a déjà duré 6 mois et que si nous voulions traiter de tous les aspects qui nous intéressent dans la filmographie et dans le travail de Peter Jackson, nous serions encore là jusqu'au prochain film de Peter Jackson, ce qui ne manquerait pas d'engranger une nouvelle vidéo, de provoquer à la fois beaucoup de frustration et une mort précoce. Est-ce que ça s'est bien passé cette vidéo, Adrien? Bah, très bien, très bien. C'était très cool. J'ai découvert Écran Large. Dans son immense studio. Exactement.
c'est gigantesque ici. C'est oui, incroyable. c'est vraiment- Il y a une notion de gigantisme en tout On cas. ne vous le montrera pas, hein, parce que pas encore, vous n'êtes pas prêts. Écoutez, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout. Il vous reste maintenant à vous abonner à la boîte à FX, la chaîne d'Adrien, qui est une chaîne qu'elle est très bien. Et puis du coup, à vous abonner aussi à la chaîne d'écran large, une autre chaîne qu'elle est très bien. Et écoutez, laissez-nous des messages, laissez-nous des encouragements, laissez-nous des pouces bleus, laissez-nous des insultes, surtout. N'oubliez pas de dire des choses abominables sur ma maman, parce que à l'instant où vous serez en train de le faire, moi, je serai présentement en train de m'occuper de la vôtre. Gros bisous, prenez soin de vous. Il y a une petite émotion là, à devoir parler des moments en vrai. Ça y est, je vis ce moment. C'est beau.